Maintenant, on va s'intéresser au problème décidable. En fait, on dit qu'un langage est décidable s'il est décidé par une machine de Turing. Ça veut dire qu'on peut construire une machine de Turing qui prend un mot et qui, si ce mot est dans le langage, va accepter, et si ce mot n'est pas dans le langage, va refuser. Alors, un problème décidable, c'est parfois aussi ce qu'on appelle récursif. Et le langage qui n'est pas décidable est dit indécidable. Donc si jamais il n'y a pas de machine de Turing qui le décide, le langage est dit indécidable. Et je vais noter R pour la classe des langages ou des problèmes. Problème, langage, c'est la même chose pour moi, puisqu'on parle de problème de décision par les remarques qui précèdent. Donc R, c'est la classe des langages décidables. Donc par exemple, eh bien, mes exemples, nombre premier, codage, riche, sont décidables. Si vous donnez un entier, on peut construire une machine de Turing qui détermine si cet entier est premier ou pas. Par exemple, en testant si c'est divisible par des entiers, en testant pour 2, 3, 4, etc. Ou en faisant des choses plus subtiles, comme le crypte d'Ératosthène, ou etc. Le codage, c'est aussi un problème décidable, parce que finalement, c'est pas très dur de savoir si un mot code ou pas une machine de Turing. En fait, il faut qu'il y ait des 0, des 1, et les 1, il y en ait jamais 3 de suite, etc. Bon, c'est un peu pénible à écrire, mais c'est possible de décider à partir de quand un mot correspond bien au codage d'une machine de Turing. Rich, étant donné un graphe et de sommet U et V, savoir si un chemin de U vers V, c'est aussi décidable puisqu'on peut faire un parcours en profondeur en explorant tout ce qui est atteignable à partir de U. Et si on trouve V en partant de U, alors oui, il faut répondre oui. Si on a parcouru, si le parcours, puisque quand on a un graphe, il est fini, ne montre que l'on finit par trouver dans tout l'ensemble des sommets atteignables à partir de U, et si V n'est pas dans ce sommet, on sait qu'il faut répondre non. Bref, les exemples précédents sont clairement décidables. Et pourquoi parler de décidabilité? Puisque évidemment, ce qu'on voudrait, c'est qu'on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas les machines, qui bouclent. Donc on aimerait savoir décider et que tous les problèmes soient décidables, ou que les problèmes en tout cas intéressants soient décidables. C'est-à-dire qu'il y a une machine de Turing qui les résout. Malheureusement, ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible. Alors je vais d'abord faire une digression si ça peut aider, en parlant de dénombrabilité. Donc si on vous a parlé de ce que veut dire être dénombrable, ça veut dire être en bijection avec n, on vous a sûrement expliqué que n au carré est dénombrable. Donc parce que je peux parcourir les couples, donc ici c'est n au carré, dans un certain ordre, de façon à réaliser une bijection entre n et n au carré. Donc par exemple, en parcourant les entiers dans cet ordre-là, je viens avoir parcouru à un moment tous les entiers de n au carré, et une fois une seule, et ce serait bien une bijection. Vous pouvez aussi, on peut se persuader que les mots finis sur l'alphabet sigma, c'est quelque chose de dénombrable lorsque l'alphabet est fini, et en plus, ça marche aussi si l'alphabet est dénombrable. Par exemple, parce qu'on peut coder une suite finie U0, U1, U2 par 2 puissance U0, 3 puissance U1, 5 puissance U2. Là, en fait, j'ai les nombres premiers qui apparaissent. Ce qui m'intéresse, c'est simplement que, étant donné une suite, je peux la coder par un entier. Et avec un entier comme celui-là, j'ai bien une seule et unique suite, je peux le décoder. Donc j'ai bien, en fait, quelque chose qui est injectif et qui permet d'envoyer les suites finies sur les entiers de ce type-là, qui sont eux-mêmes dénombrables. Bref, les mots finis, c'est dénombrable. Par contre, tout n'est pas dénombrable. Alors ce qui est clair, c'est que, en fait, si vous faites le produit cartésien de deux choses dénombrables, ça reste dénombrable. Donc n croix sigma étoile, c'est dénombrable. Par contre, il y a des ensembles qui ne sont pas dénombrables, et particulièrement, je pense qu'on vous on présente souvent l'exemple que R, l'ensemble des réels, n'est pas dénombrable.
Et l'argument est basé sur la diagonalisation, donc c'est un argument qui est dû à Cantor, donc on parle souvent de la diagonalisation de Cantor. Alors je ne vais pas parler de R, mais R, c'est à peu près la même chose que les parties de n, et ce que je vais dire, c'est que les parties de n ne sont pas dénombrables, et juste pour rappeler cet argument, en quoi consiste cet argument de Cantor, si on vous l'a déjà présenté. Si on ne vous l'a pas présenté, ce n'est pas très grave, vous pouvez ignorer ces digressions. L'idée de la diagonalisation de Cantor, c'est de considérer une matrice de taille infinie, en fait, elle est indexée par i, et i, ce sont des entiers, et j, c'est des entiers. Et de raisonner par l'absurde, en supposant que c'est dénombrable. Donc ça veut dire que les parties de n, je peux les énumérer et les ranger dans l'ordre, je devrais peut-être écrire ici T0, T1, T2, T3, etc. Et toute l'idée de la diagonalisation de Cantor vient de considérer la diagonale, donc l'ensemble des entrées de cette matrice où i vaut j, et de l'inverser. Donc formellement, je prends la diagonale, donc c'est m j pour des j, et je les inverse, c'est-à-dire que quand ça vaut 0, je prends l'entier j, quand ça vaut 1, je ne prends pas l'entier j. Donc formellement, je considère cet ensemble-là. Et donc tout l'argument de la diagonalisation de Cantor, c'est de se dire que cette partie de n, donc c'est bien une partie de n, ne peut pas être dans mon énumération. Parce que si elle était dans cette énumération, ça veut dire qu'elle aurait un certain numéro j0, un certain indice. Et ensuite, on raisonne, il y a deux cas, soit j0 est dans t étoile, soit j0 n'est pas dans t étoile. Si on suppose que j0 est dans t étoile, alors, par définition de m, on devrait avoir m de j0 qui vaut 1. Mais par définition de t étoile, ça vaut 0 puisqu'on l'inverse. Et symétriquement, si je suppose que j0 n'est pas dans t étoile, on doit avoir par définition de m que m de j00 qui vaut 1, et par définition de t étoile qui inverse, ça vaut 1. Donc dans tous les cas, c'est impossible. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est de se dire que cette partie n'est pas dans l'énumération. Bref, là je suis juste en train de répéter cet argument, mais pourquoi, je vais le dire plus tard. Bon, ce qui est clair aussi, c'est que l'ensemble des langages sur l'alphabet sigma étoile n'est pas dénombrable, même si sigma est fini. Donc l'ensemble, les mots finis sur sigma étoile, c'est dénombrable, mais par contre, l'ensemble des langages, les langages ne sont pas dénombrables, parce qu'un langage, c'est un ensemble de mots. Alors, déjà, conséquence simple, il n'y a aucun espoir que tous les problèmes de décision soient décidables. Pourquoi? Parce que être décidable, ça veut dire que j'ai une machine de Turing qui le décide. Donc ça veut dire que je dois avoir une certaine machine de Turing pour chaque langage décidable. Or, les machines de Turing, ça se représente par un mot, par exemple en utilisant le codage précédent. Donc il y a un nombre dénombrable de machines de Turing, puisque ça correspond au mot sur un certain alphabet, l'alphabet 0,1 avec le codage précédent. Par contre, il y a un nombre non dénombrable de problèmes de décision, puisque là, par contre, c'est ce que je viens de dire dans le transparent d'avant, des langages, il n'y en a pas un nombre dénombrable, c'est non dénombrable. Donc, je sais qu'il y a des problèmes de décision qui ne sont pas décidables. Bon, ok, cette preuve est frustrante, parce que d'abord, elle ne donne pas d'exemple. Et d'autre part, on peut se demander, est-ce que c'est grave? A priori, on s'en fiche un peu. Mais justement, des problèmes naturels s'avèrent être indécidables. Donc, on va voir un premier exemple de problème qu'on va prouver indécidable. C'est le langage universel. Donc, c'est un problème de décision où on se donne un couple constitué d'une machine de Turing M et d'un mot W. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette machine M accepte le mot W. Donc c'est bien un problème de décision dans le sens où la réponse est soit oui, soit non, soit M accepte le mot W, soit M n'accepte pas le mot W. Et ce que je prétends, c'est que le problème universel n'est pas décidable. Alors la preuve, si vous avez compris
la diagonalisation de Cantor, en réalité, c'est la même preuve, si ce n'est qu'on la rend effective. Bon, sinon, si cette digression via la preuve de Cantor ne vous a pas inspiré, voici une preuve indépendante qu'on peut voir comme complètement indépendante et qui n'utilise pas la preuve d'avant. Donc c'est un raisonnement par l'absurde. On va supposer que ce problème universel est décidé par une machine de Turing A. Donc, je sais qu'il y a une machine A qui le décide. Donc, je peux utiliser cette machine A pour, du coup, construire une machine de Turing B qui fait la chose suivante. Elle prend en entrée un mot qui code une machine de Turing C. Elle appelle la machine de Turing A sur la paire CC. Autrement dit, l'entrée est constituée de ce qu'elle a eu en entrée et de ce qu'elle a eu en entrée répété une autre fois. Donc c'est facile à faire puisque en fait il suffit, étant donné une entrée, de la recopier pour construire ce couple et d'appeler la machine de Turing A qu'on a supposé exister. Et ce que fait la machine de Turing B ensuite, en ayant simulé A sur cette paire, c'est si jamais dans la simulation, elle réalise que A accepte ce mot, donc ce mot-là, B refuse, donc va dans son état de refus. Si lors de la simulation de la machine de Turing A s'avère arriver dans son état de rejet, alors B rentre dans son état d'acceptation, donc B accepte. Donc par hypothèse, cette machine termine bien sur toute entrée, puisque A décide le langage L, donc A va de toute façon soit ultimement accepter, soit ultimement refuser. Donc B va soit ultimement refuser, soit ultimement accepter. Alors je prétends qu'on obtient une contradiction, et la contradiction c'est en essayant de faire tourner cette machine B sur le mot B, c'est-à-dire le mot qui code la machine de Turing B. En effet, si B accepte ce mot, par définition de ce qu'on appelle L univ, et par définition de ma machine A, ça veut dire que A accepte le couple B-B. Mais si A accepte ce mot, par construction, B refuse cette entrée B. Et donc, j'obtiens une contradiction puisque j'ai supposé que B acceptait ce mot-là. Alors du coup, l'autre cas possible, c'est que B refuse ce mot B. Mais là, c'est symétrique par définition de mon problème universel et par définition de A. J'ai que A refuse ce couple B. Mais si A refuse ce couple, ce mot, B est construit pour exactement accepter son entrée B. Donc j'ai une contradiction. Et puisque j'ai dit que avec mon hypothèse de l'existence de la machine de Turing A, soit B accepte un mot, soit B refuse un mot, c'est les deux cas possibles. Et dans les deux cas, on a une contradiction. Autrement dit, on a une contradiction et il y a quelque chose qui est impossible. Et précisément ce qui est impossible, c'est qu'il n'y a pas de machine de Turing A qui décide le langage universel. C'est ce qu'on vient de prouver.